Mercredi 1er mai 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. En ce 1er mai, le président de la République, Ange Radzuil, a félicité les travailleurs malgaches de toute l'île sur les réseaux sociaux. Dans sa déclaration, il a souligné qu'il apprécie particulièrement la volonté et les efforts déployés par les travailleurs, assurant ainsi un avenir meilleur pour Madagascar. Le président de la République a également déclaré que les efforts de chacun constitue la base du développement. Le président de la République, Ange Radzuil, consacre ses jours et ses nuits à travailler pour le pays et cherchera toujours à préserver les intérêts de Madagascar, selon sa publication sur sa page Facebook. Page politique pour continuer, les candidats aux législatives issus de la plateforme Irmar dans le 1er arrondissement sont prêts pour la campagne. Selon leur déclaration, aujourd'hui, tous les équipements et les ressources humaines pour y faire face sont presque prêts, selon les informations. Reportage signé Sylvain sur les images de Sech Indianap. Dans une semaine, soit le 8 mai, la campagne pour les élections législatives à Madagascar s'ouvrira officiellement. Pour le 1er arrondissement en particulier, tous les QG sont déjà ouverts pour mener à bien la campagne. Les candidats de l'Irmar sont donc bien préparés pour le processus électoral, selon leur déclaration aujourd'hui. En plus du matériel, ils ont aussi les ressources humaines pour faire face à cette campagne durant laquelle différentes associations et partis politiques au sein de l'Irmar travailleront ensemble. Ces derniers sont répartis auprès de chaque Foucontagne dans le 1er arrondissement. Les candidats Irmar, dirigés par la première liste, Augustin Andjiamananour, sont également ouverts à toute coopération. Hormis le 1er arrondissement, tous les candidats issus de la plateforme Irmar, qui couvre les 120 districts, se sont déclarés prêts pour la campagne qui débutera le 8 mai. Ensuite, le FITEFA, ou Association des natifs de la province d'Intiran, œuvre dans les activités sociales selon son président national. Aujourd'hui, la construction d'un centre d'accueil à Antananarivo figure parmi leurs priorités, ainsi que la réalisation des opérations médicales gratuites dans la province d'Intiran. Ruth Christelle Rakout-Malel sur les images de Yves Janel. Le FITEFA, ou Association des natifs de la province d'Intiran, compte plus de 3000 membres actuellement. La vision de cette association pour cette année est de faire plus d'activités sociales, notamment la construction d'un centre d'accueil à Antananarivo et la réalisation d'opérations médicales gratuites à Intiran. Opérations qui seront effectuées par 25 médecins, membres de l'association FITEFA. Son président national a également annoncé aujourd'hui que l'association est prête à aider le gouvernement dans le développement du pays. À noter que le président Zafi Albert est le président fondateur de la FITEFA. Lors de la conférence tenue aujourd'hui à Mahamasn, a eu lieu un téléthon pour venir en aide aux victimes du cyclone Gamané. En économie, le film aux Foires internationales de Madagascar mettra en avant les opportunités de développement à l'international pour cette année avec la participation des investisseurs et entrepreneurs issus de 6 pays. Cet événement qui couvre plusieurs secteurs joue un rôle important dans la promotion du développement économique de Madagascar. C'est Sylvain et Sech Indianap. La participation de 6 pays à la FIM pour cette année, à savoir l'Allemagne, la Chine, Maurice, la Réunion, l'Inde et Mayotte, permettra de mettre en avant les opportunités de développement à l'international. La Foire internationale de Madagascar vise notamment à promouvoir les entreprises locales à l'échelle internationale, à encourager la collaboration entre les participants, à sensibiliser aux enjeux du développement durable, à mettre en lumière les compétences locales, à offrir une vitrine aux petites entreprises prometteuses, à informer et à débattre sur les questions d'actualité, ainsi qu'à faciliter le recrutement des entreprises. Cette édition promet plusieurs nouveautés, dont des espaces dédiés aux jeunes, à l'emploi et à la formation, ainsi qu'à l'éducation à l'international. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir le savoir-faire malgache. Au total, il y aura plus de 150 stands lors de cette 18e édition de la FIM qui se tiendra à la zone Forêt-Léo-Tanzumbat du 23 au 26 mai. Dans un tout autre sujet, le président du Sénat, accompagné de son épouse, est actuellement en visite dans la région Sava en tant que parrain des communautés régionales
décentralisée. Le président du Sénat a discuté avec les responsables et les élus locaux dès son arrivée hier à Sambave. Le général Ravalomanana Richard a souligné aux responsables locaux qu'ils devraient être stricts dans la préservation et l'entretien des biens communs. Reportage signé Mervlet Sfiran. La région Sava est la troisième région visitée par le président du Sénat, le général Ravalomanana Richard, après celle du Vaknakarach et du Menabé. Le président de cette institution a eu une réunion avec les responsables locaux dès son arrivée hier à Sambave. En tant que parrain de la communauté régionale décentralisée, il a exhorté les responsables locaux à surveiller de près la construction des infrastructures dans leurs municipalités respectives. Ainsi, en cas de négligence, voire d'abus de pouvoir ou de pression pouvant nuire à l'image du gouvernement, les élus et les personnes nommées doivent prendre leurs responsabilités. Il est de la responsabilité du Sénat de transmettre au pouvoir exécutif les problèmes qui pourraient ne pas être résolus localement pour aider les collectivités décentralisées. Si nécessaire, le Sénat peut également ouvrir une enquête parlementaire pour résoudre le problème. Par ailleurs, le président du Sénat a exhorté tout un chacun à s'unir, à s'entraider et à se prêter main forte. En effet, tous les responsables ont le devoir de développer les idées visant à développer Madagascar, a-t-il poursuivi. Lors de cette visite dans la région Sava, le président du Sénat a également remis un don de 5 tonnes de riz aux victimes du cyclone Gamané. Il y a eu également une visite à l'aéroport Antirabat-Antala qui vient d'être réhabilité. Les habitants et les élus locaux attendent avec impatience l'inauguration de cette infrastructure pour promouvoir le tourisme et faciliter l'ouverture du district Antala vers d'autres districts et régions de Madagascar. Et la répartition des groupes lors de la compétition intermédiaire qui se tiendra le samedi 4 mai au stade annexe Mamasn a été connue ce mardi. Pour le basketball mixte, l'équipe de Viva est dans le groupe A et dans le groupe C pour le foot à 7. La compétition débutera à 7 h du matin et les portails seront ouverts à 6 h selon les organisateurs. Reportage de Anna Martina, Sylvain et Hassan Rafan Zanari. La réunion technique pour le tournoi intermédiaire a eu lieu ce mardi. Il s'agit d'un événement qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'Ordre des journalistes à Madagascar, ainsi que de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Lors de cette réunion technique, la répartition des groupes pour les équipes participantes a été annoncée. 14 équipes participent au tournoi de basket mixte, réparties dans 4 groupes. L'équipe de Viva est dans le groupe A avec Kultivi, Free et Sifek. Pour le football à 7, les 27 équipes participantes sont réparties dans 8 groupes. Viva est dans le groupe C avec Malagas TV et Biramedia. La répartition des groupes s'est faite de manière transparente. La compétition débutera à 7 h du matin le samedi 4 mai au stade annexe Barimamasn. Les portails seront ouverts à partir de 6 h. Le comité organisateur est déjà en pleine préparation pour cet événement actuellement. Cette journée sera une occasion pour les journalistes et le monde de la presse malgache de se retrouver pour raffermir les liens d'amitié à travers le sport. Et 4 jours avant le premier match des Maki Ladies Rugby A15 pour le championnat d'Afrique qui se tiendra à Madagascar du 4 mai au 12 mai, les joueuses sont toutes prêtes et en bonne santé selon leur entraîneur aujourd'hui. L'objectif est d'obtenir leur ticket pour le championnat du monde qui aura lieu en 2025. En effet, les 2 équipes à l'issue de ce championnat d'Afrique représenteront l'Afrique pour le Coupe du Monde. Anzar Khazonavil. Lors du regroupement des Maki Ladies qui a déjà débuté en février, elles se sont concentrées le plus sur le renforcement de la défense et l'élaboration d'une stratégie efficace pour les attaques selon leur entraîneur. Les Maki Ladies affronteront le championnat d'Afrique du 4 au 12 mai prochain. Elles ont déjà effectué un match amical contre l'équipe de Maki U20 catégorie masculine pour améliorer leur niveau afin de pouvoir rivaliser avec les équipes renommées comme celles de l'Afrique du Sud et du Kenya. De plus, Madagascar a pour objectif de vaincre les 3 équipes en lice lors de ce championnat d'Afrique. Cette CAN de rugby A15 féminine débutera le samedi 4 mai et 4 équipes y participeront, à savoir Madagascar, pays hôte, le Kenya, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Lors de la première journée ce samedi à 13 h, l'Afrique du Sud affrontera le Cameroun et à 15 h, Madagascar affrontera le Kenya.
Madagascar doit gagner ce premier match pour s'assurer d'une bonne place dans le classement, selon l'entraîneur. En effet, les deux équipes leaders de ce championnat d'Afrique participeront au mondial du rugby à 15 en 2025, selon les informations. Place maintenant aux actualités internationales. Les États-Unis sont déterminés à ce qu'Israël et le Hamas concluent dès maintenant un accord de trêve associé à la libération d'otages, a affirmé mercredi 1er mai le secrétaire d'État Anthony Blinken, appelant le mouvement palestinien à accepter la très bonne proposition sur la table. France 24. À la sortie de son hôtel, c'est un accueil plein de chaleur qui attend Anthony Blinken. Dans le groupe de manifestants venus crier leur reconnaissance, des proches des otages encore retenus dans la bande de Gaza, le secrétaire d'État américain le sait, leurs attentes sont immenses. Ramener vos proches à la maison est au cœur de tout ce que nous essayons de faire et nous ne nous reposerons pas tant que tout le monde, hommes, femmes, soldats, civils, jeunes et vieux, ne seront pas de retour à la maison. Et pour cela, Anthony Blinken compte sur la nouvelle proposition de trêve entre Israël et le Hamas. Celle-ci prévoit un échange entre des otages israéliens contre des prisonniers palestiniens et un cessez-le-feu de 40 jours à Gaza. Un arrêt des hostilités attendu désespérément par la population de Gaza, en pleine catastrophe humanitaire et au bord de la famine selon l'ONU. Alors que le Hamas n'a pas encore rendu sa réponse concernant cette trêve, l'impatience commence à poindre chez le chef de la diplomatie américaine. Il a rappelé sa volonté de parvenir à un accord pendant sa rencontre avec le président israélien. Nous sommes déterminés à obtenir un cessez-le-feu qui ramène les otages chez eux et à l'obtenir maintenant. Et la seule raison pour laquelle cela ne serait pas possible, c'est le Hamas. Il y a une proposition sur la table et comme nous l'avons dit, pas de délai, pas d'excuses. Autre objectif pour Anthony Blinken, presser le Premier ministre israélien de renoncer à une offensive terrestre à Rafah dans le sud de Gaza, où s'entassent 1,5 million de Palestiniens, en majorité déplacés par la guerre. Une offensive qui serait une tragédie sans nom, selon le secrétaire général de l'ONU, mais que Benjamin Netanyahou se dit déterminé à mener. Et le PSG se lance à l'assaut du mur jaune ce mercredi pour la manche aller de sa demi-finale de Ligue des Champions contre le Dortmund, avec en ligne de mire la finale à Wembley. Reportage de France 24. Entre euphorie et sang-froid, le PSG a rendez-vous avec son destin européen ce mercredi soir à Dortmund. Pour préparer la manche aller de sa double confrontation face au club allemand, l'entraîneur parisien s'applique à désamorcer le stress et la pression, mot récurrent des dernières campagnes européennes du club. Bonjour. Lo bonito de estar aquí es poder disfrutar. C'est très positif de pouvoir assister à un match très spécial dans un stade unique en Europe et d'avoir la possibilité de donner une grande joie à nos supporters en nous qualifiant pour une finale. Si le PSG s'avance en favori, le Borussia Dortmund peut croire en son étoile. Joueur talentueux, capacité à enflammer un match, soutien du mur jaune et de tous les supporters du Westfalenstadion, les jaunes et noirs assument leur statut d'outsider avec ambition. Dans le football, tout est possible. C'est ce que nous devons montrer. Peut-être qu'on est l'équipe la moins expérimentée, mais peut-être celle qui a le plus faim. Au centre de toutes les attentions, Kylian Mbappé, auteur d'une réalisation face à Dortmund lors de la phase de poule. On se prépare un peu différemment. Mbappé est peut-être l'un des meilleurs au monde, peut-être même le meilleur du monde. Il faut défendre de manière très agressive et à deux contre lui, chaque fois que c'est possible. Sur les 4 confrontations entre Paris et Dortmund depuis 2020, le PSG s'est imposé 2 fois, a concédé le nul à 1 reprise et ne s'est incliné qu'une seule fois. Et pour terminer cette édition, après plus de 6 mois de restauration, le public du Louvre va découvrir à partir de jeudi les vraies couleurs d'une icône mondiale de la peinture, la liberté guidant le peuple de Delacroix, jaunie par des décennies de couches de vernis et de crasse. Reportage sur les images de France 24. Il est enfin dévoilé après plus de 6 mois de restauration.
La liberté guidant le peuple, chef-d'œuvre de Delacroix, retrouve une nouvelle jeunesse au Louvre. Une femme brandissant le drapeau français au milieu des barricades. Peint en 1830, le tableau est une allégorie de la liberté. Une référence à la Révolution de juillet de la même année, 3 jours de soulèvement qui ont mené à la monarchie de juillet, plus souple que celle mise en place en 1815 après Napoléon. Je pense qu'il me touche d'une part parce qu'il mêle justement le réel et l'allégorie. Donc ça en devient un tableau très universel. Il prend des personnages et il décrit les vêtements d'une façon extrêmement précise. Donc c'est vraiment un tableau de son époque qu'il a fait avec ses propres références et avec ce qu'il avait vécu lui-même en 1830. Restauré pour la dernière fois en 1949, le tableau avait jauni et terni. C'était un tableau qui était couvert de couches de vernis qui s'étaient oxydées, qui étaient devenues très très jaunes. On avait jusqu'à 8 à 10 couches et donc on avait perdu à la fois l'intensité colorée du tableau qui est construit autour des 3 couleurs du drapeau français, bleu, blanc, rouge. Donc pendant les 6 derniers mois, avec les restauratrices, nous avons fait un travail de restauration qui a consisté à alléger grandement les couches de vernis qui jaunissaient complètement ce tableau. Au fil du temps, le tableau est devenu un symbole de la liberté et de la République française, repris à la Libération, puis sur des timbres ou des billets. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité et tout de suite après, vous allez suivre la série Dynastie. Excellente soirée à tous. Au revoir.